Salut la gang! Ce soir, je vais partager avec vous une enquête qui va nous faire voyager à travers le Québec, de Thetford Mines à Longueuil. On va parler de trahison, de double vie, de triple vie peut-être, du FLQ de Michel Louvain, des goons de la Rive-Sud. C'est toute une ride, c'est pas pour rien que je vous drop ça pendant le temps des fêtes, c'est mon cadeau. Fait que prenez-vous une petite tisane, un petit café Baileys, puis allons-y. Donc l'histoire de ce soir commence, pour moi en tout cas, il y a 2-3 ans, dans une ruelle de Verdun, quand je suis tombé sur une vente de garage, puis que mon œil a été accroché par une quinzaine de photos en noir et blanc qui traînaient dans le fond d'une caisse. 15 photos qui avaient l'air de documenter la vie dans un village québécois il y a 50, 60 ans, c'était dur à dire. Je pense que j'ai payé 5$ pour les 15, plus une coupe d'autres même, peut-être qu'on fera une autre vidéo sur ceux-là. Je suis rentré chez nous, j'ai mis ça dans un tiroir, puis j'y ai pu repenser. Puis c'est seulement il y a quelques semaines que j'ai commencé à m'y réintéresser en m'attardant particulièrement aux notes qui étaient en dessous des photos. On peut voir qu'il y a le nom de certaines personnes, puis même certains endroits, l'école Saint-Antoine, la boutique du Barbier Rousseau. Puis quand j'ai tapé ça dans Google, j'ai découvert que ces photos-là faisaient partie d'un projet documentaire qui s'appelait D'Israéli, une expérience humaine en photographie, qui avait créé beaucoup de controverses puis fait couler beaucoup d'encre au Québec au milieu des années 70. Donc en 1972, il y a 4 jeunes photographes dans la vingtaine qui obtiennent une bourse pour aller documenter la vie dans un village du Québec. Ils vont choisir la ville de Disraeli, proche de Thetford Mines, presque par hasard. Cédric Pearson, un des photographes du groupe, raconte qu'il cherchait un endroit pas trop urbain, pas trop rural, mais surtout qui n'était pas en train de mourir comme plusieurs petits villages québécois à l'époque. Et donc, pendant l'été 1972, le groupe va aller s'installer à Disraeli pour 3 mois, histoire de s'imbiber de la vie du village, puis faire des photos. L'expérience est somme toute positive, ils vont en ressortir avec presque 8000 photos, puis après ça, pendant presque 1 an et demi, il y a une sélection de ces photos-là qui vont se promener dans des petites expos ou dans des livres de photos, puis le projet est, disons, apprécié des gens à qui ça s'adresse, mais ça fera pas trop de vagues. Tout ça va changer le 9 février 1974, quand 18 de ces photos-là, avec des textes qui les accompagnent, vont être publiées dans le magazine Perspective et envoyées à 550 000 personnes à travers le Québec. Évidemment, c'est un rayonnement sans précédent pour ces photos-là, puis il y a des gens à Disraeli qui seront pas contents de comment leur ville est présentée au reste de la province. 10 jours plus tard, le 19 février, dans le journal Le Progrès de Thetford, qui est un journal de Thetford Mines, mais qui couvre toute cette région-là, le maire de Disraeli, René Guertin, va dire que les citoyens sont en furie. Il dit que les photographes se sont seulement attardés aux aspects négatifs de la ville, qui ont photographié des marginaux, il veut dire les pauvres, devant des granges en ruine, plutôt que de s'intéresser aux aspects positifs, comme, et je le cite, le beau lac Elmer, le terrain de golf et la plage publique accessible à tous, sans frais. Il y a d'autres gens qui vont se prononcer dans des articles ou dans des lettres ouvertes, comme le curé ou le notaire du village, puis on sent que tout le monde partage ce sentiment de déception puis de colère même. Fait que finalement, c'est poche pour tout le monde. Les photographes, les gens d'Israéli, mais c'est peut-être une occasion d'apprendre de nos erreurs puis de passer à autre chose. Mais non. Alright, fait on a décidé de se faire un petit day trip à Disraeli. Ça fait des semaines que je pense juste à ce village-là, fait que je me suis dit, hey, pourquoi pas aller sur place, un beau petit dimanche comme ça, puis on va aller visiter une couple d'attractions. On va commencer par la maison de la rue Champagnat, devant laquelle on voit Madame Lemay marcher dans une des photos de 1972. J'ai retrouvé la maison sur Street View. Fait qu'on s'en va direct là, voir genre la maison, je sais pas. Je sais pas à quoi je m'attendais. Je veux dire, c'est une maison, c'est la même maison, c'est fou. Ouais, en plus avec la petite crèche des marches là. Gros flavor.
Hey man, tant qu'à être ici, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller. On n'a pas le choix d'aller cogner. Je vais aller cogner puis je te donne les news. OK, il y a quelqu'un qui est en train de se brosser les dents. Oui. Bonjour monsieur, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Très content de vous rencontrer. Yo! Le gars, non seulement il habitait dans cette maison-là à l'époque où la photo a été prise, mais il est dans des photos de Disraeli. Il m'a ouvert son livre de Disraeli, il m'a montré les photos qui étaient dedans, puis tout, il m'a montré tous ses chums à qui il chillait. Yo, c'est fou! Il connaissait la madame, Madame Lemay. Wow! J'ai tout enregistré la conversation sur mon mic, mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Clairement, le gars, il voulait pas jaser. Là. Ben, il voulait jaser, il voulait juste pas comme être dans la vidéo. Mais wow! Hey, ça commence bien, bro. Ça commence très bien, bro. OK, on continue. L'histoire de Disraeli aurait pu se terminer là, mais ce qui va vraiment venir mettre de l'huile sur le feu dans ce drama-là, c'est quand le journaliste du Devoir, Pierre Vallière, va venir à la défense des photographes. Pierre Vallière, c'est un personnage assez coloré de l'histoire du Québec. C'est un journaliste, oui, un auteur, mais c'était aussi un des membres proéminents du FLQ, le Front de libération du Québec, puis il a même fait 3 ans et demi de prison dans les années 60 pour homicide involontaire à cause d'une histoire d'attaque à la bombe. À cette époque-là, par contre, en 1974, Pierre Vallière avait déjà renié le FLQ et s'était joint au Parti québécois. C'est un pur et dur de la cause souverainiste au Québec, mais c'est surtout la lutte des classes qui est au centre de ses préoccupations, puis on va voir que c'est à travers ce prisme-là qu'il va interpréter ce qui est en train de se passer à Disraeli. Vallière va donc écrire 2 articles sur l'affaire Disraeli, des articles dans lesquels il explique que ceux qui s'offusquent dans les journaux représentent en fait une petite élite bourgeoise qui essaie d'effacer l'existence de ceux qu'on voit dans les photos. Il va aussi dire que ça peut surprendre que certaines des personnes qui sont sur les photos se retournent elles aussi contre le projet, mais qu'il faut se rappeler que c'est des gens simples, pas vraiment capables de penser par eux-mêmes, pas capables de se regarder en face, qui sont asservis à cette élite-là qui a réussi à leur faire croire que tel était l'équilibre naturel des choses, puis qu'elle allait bien penser ce que le curé ou le maire allait leur dire de penser. Je paraphrase un peu ici, mais on comprend le flavor, sont nés pour un petit pain. Ces articles-là vont mettre le feu aux poudres, puis ça va péter, guys, dans l'édition du 26 mars 1974 du Progrès de Thetford, où on va retrouver pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 articles, plus un éditorial sur l'affaire Disraeli. Ça a l'air un peu extrême, surtout que le cœur de la polémique a l'air de s'être pas mal essoufflé. Les photographes avaient envoyé une lettre ouverte au Progrès de Thetford où est-ce qu'ils s'adressaient puis ils s'expliquaient aux gens d'Israëli. Le Progrès a décidé de ne pas publier la lettre, de seulement publier des petits extraits, surtout pour les critiquer. Mais bon, à travers ces extraits-là, puis d'autres commentaires que les photographes ont fait à d'autres publications, on comprend quand même le sens de leurs explications. Les photographes maintiennent qu'ils ont photographié ce qui, selon eux, rendait le village unique. Que des lacs ou des terrains de golf, il y en a partout au Québec, mais que les gens sur les photos sont l'âme de Disraeli. Ils disent qu'il y a sans doute eu un peu de manque d'expérience ou même de naïveté de leur part quand il est venu le temps de publier les photos, mais que leurs intentions n'étaient jamais de blesser ou d'humilier qui que ce soit, évidemment. Ils disent aussi qu'ils vont revenir très bientôt à Disraeli pour faire une exposition avec les photos. Tous les photographes vont être là, le village est invité, on va pouvoir jaser, s'expliquer, puis finalement réparer les pots cassés. Après ça, le Progrès de Thetford retourne voir René Guertin, le maire de Disraeli, pour lui demander s'il va bloquer l'expo, s'il va les empêcher de venir. Puis René, il dit, ben non, c'est chill. Il est encore amer de ça, mais il va pas empêcher personne de venir ou de faire une expo. Ils viendront, ceux que ça leur tente d'y aller, ils iront, puis on va jaser. Puis tu sais, je veux dire, c'est bien chill, là. Bon, ça me semble des réactions quand même raisonnables. Fait qu'est-ce qui justifie qu'on a besoin de 6 autres articles là-dessus?
Ben, quand on lit ces articles-là, justement, on se rend vite compte que les photos d'Israélis ou la réaction des gens de la ville, c'est plus vraiment ça qui intéresse le progrès de Thetford. Maintenant, la cible, c'est Pierre Vallière. Puis on va aller juicer tout ce que Pierre Vallière a écrit, non seulement sur Disraeli, mais dans toute sa carrière, pour créer du bon vieux outrage porn, du clickbait, du rage bait à l'ancienne. Guys, c'est une technique vieille comme le monde. Des articles avec des titres comme Non, Monsieur Vallière, Vallière accuse, La pensée Vallière, ou même Vallière devrait se mêler de ses oignons. Des articles où on va parler de comment les gens snobs de la ville, de la gauche de Montréal, du Devoir, méprisent les gens real de la campagne, puis qui devraient se mêler de leurs affaires, ils ont en masse de problèmes à Montréal, puis qui nous crissent patience. Ils vont en beurrer très épais pendant 6 articles, puis malgré que Vallière n'est pas innocent là-dedans, je veux dire, il a vraiment mis beaucoup d'huile sur le feu, un mané trop c'est comme pas assez. Puis tout ça devient encore plus weird quand on se rend compte que ces 6 articles-là, qui disent tout à peu près la même affaire, sont tous écrits par la même personne. Yvan Jacques. Yvan Jacques, un tout nouveau journaliste au Progrès de Thetford. On sait qu'il est arrivé là il y a à peine 6 mois, en septembre 1973, puis que c'est sa première job en journalisme. Et Yvan Jacques, c'est un personnage très intriguant qui va ressortir dans les nouvelles quelques mois plus tard. Là, j'ai l'air de partir sur une side quest, mais faites-moi confiance, c'est là que ça devient juicy. Ok, check ça. Là, on arrive à côté du restaurant Le Mont Blanc. Puis il y a une photo du projet de 72 qui est prise à ce restaurant-là. Une photo de Nicole Gagné, une serveuse qui est dans, man, je pense que c'est straight up cette fenêtre-là, la fenêtre de commande. Là, c'est fermé pour l'hiver, c'est poche un peu, mais super belle photo. Nicole qui sourit, elle a l'air super heureuse de se faire prendre en photo. Puis ça, c'est justement un des trucs qui est ressorti il y a 2 ans quand le musée McCord a fait une exposition rétrospective pour les 50 ans de Disraeli. Ils ont invité plein de gens qui étaient dans les photos à l'époque. Puis tout le monde témoignait qu'il avait été super content de se faire prendre en photo. Puis c'était vraiment un beau moment, puis une belle expérience de nostalgie, de revoir les photos tout le monde ensemble, puis de repasser à travers ça. C'était super chaleureux. Puis je suis même tombé sur le témoignage d'une femme qui était allée voir l'exposition, une femme d'Israéli, qui dit qu'elle s'en allait là-bas avec quand même pas mal d'appréhension. Elle avait peur de tomber sur une représentation un peu misérabiliste de son village, mettons. Puis elle était ressortie genre vraiment contente, vraiment, elle disait « Wow, les photos sont magnifiques, les sujets sont intéressants, c'est le fun de voir la vie à cette époque-là. » Fait aujourd'hui, je pense que tout le monde aime avoir ce regard-là sur le passé de la ville. Puis même à l'époque, je pense qu'il y en avait pas mal pour qui c'était juste une manière d'immortaliser des beaux moments ou juste des moments de la vie quotidienne. T'sais. Puis souvent, c'est ça qui ressort. Je sais pas. Moi, quand je vais en voyage, c'est rarement les photos de paysages ou de belles maisons que je regarde avec nostalgie 10 ans après, tu sais. Ça va être les photos un peu plus candides, où on voit des gens qui sourient. Tu sais, il y en a beaucoup dans les photos d'Israéli, puis c'est ça qui reste, finalement. Donc en 1974, quelques mois après la polémique d'Israéli, on est en élection générale fédérale au Canada. Pendant l'été, le Parti du Crédit social, un parti de droite qui n'existe plus, va tenir une réunion électorale dans la ville de East Borough, juste à côté de Thetford Mines. Pendant un des discours, il y a un des candidats créditistes qui aurait révélé quelque chose de très grave sur le député libéral Léopold Corriveau. Une autre candidate créditiste qui est présente, Thérèse Mercier, reconnaît Yvan Jacques dans la foule. Elle sait que c'est le journaliste du Progrès de Thetford et donc elle se dit que ce scandale-là allait sûrement faire les manchettes dans la prochaine édition du journal.
Elle est donc très surprise quand la prochaine édition du journal sort, puis qu'il n'y a aucune mention de ce qui s'est passé cette soirée-là. Elle va donc accuser publiquement Yvan Jacques de ne pas avoir fait d'article pour protéger les libéraux. Yvan Jacques va se défendre en disant qu'il a écrit un article, mais que c'est le directeur du journal, Georges Larochelle, qui a décidé de ne pas le publier. Georges Larochelle va se défendre à son tour, il va dire qu'Yvan Jacques n'a jamais écrit d'article, il ne sait pas de quoi il parle, puis il n'y a rien à voir ici. Et Yvan Jacques va revenir à la charge avec les preuves et il va même fournir au Parti du Crédit social une copie de l'article qu'il avait écrit. Georges Larochelle est en beau fusil, il va mettre Yvan Jacques dehors, puis il va s'en suivre une poursuite qui va être très médiatisée. Bon, là, j'ai vraiment simplifié toute cette saga judiciaire-là d'articles. En fait, il y avait comme 2 articles, mais c'est plus compliqué que ça. Mais bon, vous comprenez les grandes lignes. On apprend beaucoup de choses pendant cette poursuite-là. Notamment, on apprend qu'en juillet 1974, Yvan Jacques a 35 ans et donc il serait né fin 1938, début 1939. Ça a l'air anecdotique, mais ça va revenir. On apprend aussi qu'il y a effectivement du copinage entre le Parti libéral fédéral puis le Progrès de Thetford. Le Progrès, c'est le journal de Georges Larochelle, c'est lui le boss, c'est lui qui mène, c'est lui qui colle les shots, puis il est bien chum avec les libéraux, même qu'on raconte que c'est déjà arrivé que le député en question, Léopold Corriveau, il passe à la job, checker les affaires, puis c'est comme ça que ça marche ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui commentent la situation, qui disent que ce lien-là entre le Parti libéral et le Progrès de Thetford, c'est pas un secret, super secret, mettons, puis que Yvan Jacques lui-même avait déjà été critiqué pour sa loyauté inébranlable envers Georges Larochelle, puis toute l'opération, puis que là, la seule différence, c'est qu'il est lui-même éclaboussé personnellement, publiquement, fait que là, tout d'un coup, là, il est plus down. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en 1974, on est à peine 4 ans après les événements de la crise d'octobre. Crise, on s'en rappelle, qui a culminé par l'enlèvement et l'assassinat du ministre libéral fédéral Pierre Laporte par des membres du FLQ. Le FLQ s'était dissous depuis, mais plusieurs de ses membres, dont Pierre Vallière, comme on disait tantôt, ont rejoint les rangs du Parti québécois. Puis pas besoin de vous faire un dessin. À ce moment-là, les relations entre le Parti libéral fédéral de Pierre-Éliott Trudeau puis le Parti québécois de René Lévesque sont tendues. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que quelques mois plus tôt, l'acharnement du Progrès de Thetford sur Pierre Vallière et tout ce que Pierre Vallière représente était peut-être, je ne sais pas une commande, mais au moins influencé par ce lien-là entre le journal et le Parti libéral fédéral? Peut-être. Toujours est-il que Yvan Jacques va continuer de rouler sa bosse. Il va travailler quelques mois au journal La Feuille d'érable avant de fonder son propre journal en 1975, L'Or blanc. Puis là, pendant 3 ans, ça va être la guerre dans les chaudières Appalaches entre le Progrès de Thetford puis l'Or blanc qui vont s'envoyer des genres de 10 articles back and forth jusqu'en 1978 où là, l'Or blanc va finalement fermer ses portes. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va un peu perdre la trace d'Yvan Jacques. Puis Yvan Jacques, c'est un gars pas facile à retrouver pour 2 raisons. Ok, on arrive à la marina du lac Elmer. Checkez ça, ce beau lac-là. Puis Yvan Jacques, c'est un gars pas évident à retracer pour 2 raisons. Premièrement, il utilise une orthographe assez particulière pour son nom de famille, J-A-Q-U-E. Puis on pourrait avoir l'impression que ça le rend plus facile à retrouver, mais le problème, c'est que tous les articles qui parlent de lui écrivent son nom de manière différente. Il y en a qui vont l'écrire J-A-Q-U-E, mais il y en a qui vont l'écrire J-A-C-Q-U-E, puis il y en a qui vont l'écrire comme on écrit Jacques d'habitude, J-A-C-Q-U-E-S. Et donc, ça rend la recherche beaucoup plus ardue. Mais la deuxième raison, c'est que, guys, Yvan Jacques, c'est pas son vrai nom. Dans les articles sur la poursuite, on apprend que ce gars-là s'appelle en fait Jacques-Yvon Lefebvre.
un nom assez particulier, puis laissez-moi vous parler du seul autre Jacques-Yvon Lefebvre que j'ai trouvé dans l'histoire du Québec. Donc, Jacques-Yvon Lefebvre, c'est un gars de Rosemont à Montréal, bonne famille, bonnes écoles. Dans les années 50, il va aller faire son droit à l'UDM, il va se marier en 63, puis il va finir sur la Rive-Sud, à Longueuil, qui s'appelait à l'époque Ville-Jacques-Cartier, et il va devenir courtier en assurance et aussi all-around business guy. Le journal local, le Courrier du Sud, va dire qu'il est impliqué dans un paquet d'affaires comme les Chevaliers de Colomb, la Société Saint-Jean-Baptiste, la Ligue des propriétaires, puis le Devoir à Montréal va même dire que c'est un homme d'affaires aguerri. Pendant sa vingtaine, au milieu des années 60, il va aussi commencer à s'intéresser à la politique et il va s'engager très fort au sein du parti RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. La publication officielle du RIN, L'Indépendance, va faire une couple d'articles sur lui, puis dans un article de 1967, ils vont dire qu'il a 28 ans. Donc né fin 1938, début 1939. Ça a l'air anecdotique, mais ça va revenir. En 1968, le RIN fusionne avec le Parti québécois et Jacques-Yvon Lefebvre devient donc le candidat péquiste dans la circonscription de Taillon, sur la Rive-Sud de Montréal, pour les élections provinciales de 1970. C'est une candidature très controversée au sein même du parti. Il y a des membres du PQ et même des anciens du RIN qui sont eux aussi rendus dans le PQ, qui vont attaquer Jacques-Yvon Lefebvre dans les journaux. Ils vont dire que c'est un bandit puis un profiteur. Il y a principalement deux personnes qui l'attaquent. Premièrement, le docteur Serge Mongeau, qui est un gros militant péquiste de l'époque et qui a lui aussi, comme Pierre Vallière, fait de la prison pour ses affiliations présumées avec le FLQ. Puis il va aussi être attaqué par Pierre Bourgault, l'ancien chef du RIN, en fait son ancien boss, qui lui voulait la circonscription de Taillon pour lui-même. Bourgault, il va dire que Lefebvre a eu l'aide des goons de Léo Aldéo Rémillard, qui est l'ancien maire de Longueuil, apparemment un autre bandit, peut-être qu'on fera une enquête sur lui un jour, puis que ces gars-là, c'est des faiseux d'élections, comme ils appellent. C'est des gars qui vont s'organiser pour que les bonnes personnes aient des cartes du parti, qui se présentent aux élections internes, puis ils font rentrer leurs candidats, puis que c'est comme ça que le PQ s'est comme fait dérober cette candidature-là dans un comté qui, selon eux, était prenable. Bourgault va même dire qu'il est allé en parler avec René Lévesque directement, puis que René Lévesque l'a envoyé promener en lui disant « Toi, Bourgault, t'es rien qu'un paresseux puis un chialeux, puis Lefebvre, au moins, il travaille fort puis il livre. » Apparemment, ça c'est Bourgault qui dit ça, apparemment, René Lévesque aurait dit à Pierre Bourgault que le PQ était mieux avec un Jacques-Yvon Lefebvre que sans Pierre Bourgault. Encore une fois, c'est Bourgault qui dit ça, c'est pas moi. Fait que pendant des mois, presque à toutes les semaines, il y a différentes factions du PQ sur la Rive-Sud qui vont laver leur linge sale dans les journaux, puis c'est du linge très, très sale, guys. Mais bon, le 29 avril 1970 va finir par arriver, le jour des élections, puis Jacques-Yvon Lefebvre va perdre. Il va se représenter quelques mois plus tard dans une petite élection pour la commission scolaire. Il va perdre aussi. Puis après ça, on n'entendra plus jamais parler de lui. Alright, fait qu'on arrive au fameux golf qui est apparemment devenu un camping de roulotte. Mais on va débarquer, checker ça. Et maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est Jacques-Yvon Lefebvre, le courtier en assurance, le politicien, le all-around business guy de la Rive-Sud, puis Jacques-Yvon Lefebvre, le journaliste de Thetford Mines, c'est-tu le même gars? Ben, ils ont le même nom, un nom pas commun. Ils sont nés en même temps. Leurs deux histoires ou carrières s'overlappent jamais. On les a jamais vus ensemble au même party. Mais il manque quelque chose. Il nous manque un élément qui pourrait les lier hors de tout doute. J'ai creusé.
Puis j'ai enfin compris ce que Jacques-Yvon Lefebvre avait fait de 70 à 73. Alors laissez-moi maintenant vous parler du chaînon manquant, l'hôtel Pointe-Valenne à Audubon Park. Fait que l'hôtel Pointe-Valenne, c'est à Audubon Park, pas loin de Saint-Hilaire, Belleuil, dans ce coin-là. Un petit hôtel avec des chambres, mais aussi une salle de réception. Tu peux faire ton mariage. Il y a une petite plage dehors, c'est super cute. Mais le problème avec l'hôtel Pointe-Valenne, c'est qu'il ne paye pas ses comptes. Puis qu'à chaque fois qu'un des créanciers veut intenter une action ou saisir quelque chose ou mettre un bien aux enchères, il faut que ce soit annoncé dans le journal. Puis c'est à travers une de ces notices légales-là, datée de 1975, que j'ai pu, assez tôt dans mon enquête, établir un lien entre l'hôtel Pointe-Valenne puis Yvan Jacques / Jacques-Yvon Lefebvre, le journaliste. On voit dans l'annonce que la personne qui est visée par la notice de faillite, le propriétaire de l'hôtel, s'appelle Jacques Y. Lefebvre et que c'est un journaliste qui habite à Robertsonville. Robertsonville, c'était une toute petite ville à côté de Thetford Mines. Aujourd'hui, ça fait partie de Thetford Mines, ça a été fusionné. Là, il y en a qui vont me dire, mais Will, Jacques Y. Lefebvre, c'est peut-être Jacques-Yves Lefebvre, je sais pas. OK, guys, voici 4 autres notices légales pour le même hôtel où le propriétaire a toujours un nom qui est une variante de Jacques-Yvon Lefebvre. Des Jacques Y. Lefebvre qui sont journalistes et qui habitent à Thetford. Il n'y en a pas deux, là. That's our guy, OK? Fait que anyways, pendant les années 70, je suis tombé comme ça sur plein de petites miettes qui liaient Jacques-Yvon Lefebvre, le journaliste, à l'hôtel Pointe-Valenne. Mais le smoking gun, guys, c'est quand je suis tombé sur un article de l'Œil régional, un journal de la région de Saint-Hilaire, du 2 décembre 1970, quelques mois après les élections, qui annonçait à grande pompe que Jacques-Yvon Lefebvre, un homme d'affaires avantageusement connu de la Rive-Sud de Montréal, venait de se porter acquéreur de l'hôtel Pointe-Valenne. Il parle même du fait qu'il venait de faire un gros gala d'ouverture où il avait invité plein de monde du showbiz de Montréal, Gilbert Chénier, Jacques Desrosiers, Michel Louvain, Papillon, Stéphano, plein de monde que je connais pas, je vais vous mettre des photos, je sais pas. C'était un petit gros party. Donc on sait maintenant que l'hôtel Pointe-Valenne à Audubon Park a été acheté fin 1970 par un Jacques-Yvon Lefebvre, homme d'affaires avantageusement connu de la Rive-Sud de Montréal, et qu'en 1975, il appartenait à un Jacques-Yvon Lefebvre, journaliste de Thetford Mines. C'est le même gars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, est-ce qu'on peut imaginer, encore une fois, qu'après les élections de 1970, Jacques-Yvon, mon boy JY, il était tanné de la politique. Il avait perdu. Le parti qui représentait ses idéaux souverainistes l'avait traîné dans la boue, avait détruit sa réputation, puis il s'est dit « C'est fini pour moi, je laisse tout ça là, je m'achète un hôtel à Audubon Park. » À ce moment-là, il commence aussi à, sans changer officiellement de nom, utiliser des remixes de son vrai nom. C'est pratique parce que son vrai nom, c'est comme 3 noms qui peuvent être à la fois des prénoms et des noms de famille. Fait que possibilité de remix presque infinie, tant mieux pour lui. Est-ce qu'il fait ça pour se faire oublier ou pour lui oublier son passé? Je sais pas, il avait ses raisons. 3 ans plus tard, fin 1973, il décide qu'il veut devenir journaliste, il veut devenir éditorialiste, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose à dire, puis il se ramasse au Progrès de Thetford. Et là, 6 mois après avoir commencé sa carrière de journaliste, il se présente une opportunité en or. Il y a un petit scandale dans une ville d'Israélie à travers lequel il va pouvoir peut-être régler ses comptes avec le PQ ou une frange du PQ que lui tient responsable d'avoir ruiné sa carrière, ruiné sa réputation, ruiné sa vie. Il y a juste lui qui le sait. C'est ça la plage.
J'ai finalement jamais retrouvé Jacques-Yvon Lefebvre. J'ai suivi des pistes à travers le Québec. Des pistes où il était mort, des pistes où il était encore en vie. Il y avait genre 85, 86, ça se peut. Mais ces pistes-là ont tous été des cul-de-sac. Je me suis même souvent dit que ça valait peut-être pas la peine de faire cette vidéo-là si je le retrouvais pas. Mais en même temps, c'est peut-être la seule chance que j'ai de le retrouver. Peut-être qu'il va voir cette vidéo-là sur YouTube ou un de ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, je sais pas. Quelqu'un va le voir, quelqu'un va y en parler. Puis je vais finir par le rencontrer puis lui poser les questions que j'ai. Mais sinon, je veux dire, je pense que c'est une histoire qui reste fascinante en soi. Puis nous, ça nous a permis de venir ici, découvrir d'Israélie, beau petit village, les Chaudières-Appalaches. On a vu la maison sur la rue Champagnat, on a vu le restaurant Mont-Blanc. Puis évidemment, pour éviter de créer un autre incident diplomatique, on a quand même pris le temps de prendre une photo devant le beau lac Aylmer, le terrain de golf, qui est maintenant un camping, puis la belle plage, accessible à tous, sans frais.